Le football français a connu plein de générations différentes, parmi elles la génération 1987, une génération fascinante qui remporte l'Euro U17 en 2004, mais une génération qui a aussi fait polémique, une génération dont on a énormément parlé. Et aujourd'hui, je reçois Maxime Masson, auteur du livre 1987, Génération sacrifiée, un livre qui sort demain en librairie. Bonjour Maxime, Maxime Masson, auteur du livre 1987 Génération sacrifiée avec un point d'interrogation. Tu es aussi co-responsable de publication sur le site indépendant Ultimo Diez. Et la première question que j'avais à te poser, c'est comment est-ce que tu expliquerais le terme Génération 87? Parce que c'est un terme qui ne parle pas forcément à tout le monde et certaines personnes connaissent ce terme mais lui associent certaines significations. Comment est-ce que toi, tu le définis? Je le définirais tout simplement par l'année de naissance. C'est vrai que c'est un peu bateau de résumer ça de façon aussi simple que celle-ci, mais c'est les joueurs qui sont nés durant l'année 1987 et qui sont donc susceptibles d'intégrer la promotion jeune de la même année, donc qui l'ont intégré en 2002 en fait, à partir de l'âge de 15 ans. Et qui ont pu suivre ça jusqu'en U19, voire en espoir et en A pour ceux qui ont eu le plus de cap. Mais pour résumer, ce sont tous les jeunes nés sur l'année civile 1997. 1987, pardon, je dis des bêtises. Oui, effectivement. Pourquoi est-ce que tu as voulu faire un livre sur cette génération-là? Pourquoi ce sujet te tenait à cœur? Alors, ce sont des jeunes que moi j'ai vu grandir. On n'a pas un décalage d'âge immense, on a quelques années. Donc quand eux ont été champions d'Europe, moi je le voyais à la télé avec des yeux d'enfant de 12-13 ans si tu veux. Et ce sont quand même, c'est l'un de mes premiers souvenirs foot, quoi qu'on en dise, de voir aussi une équipe de France qui gagne, ça marque quand on est jeune. C'était une génération et une promotion dont on a énormément parlé. Que ce soit à l'époque, puis durant les 15 années qui ont suivi jusqu'à maintenant. On en parle encore, c'est encore un sujet qui fait parfois débat. C'est aussi un sujet qui est relativement polémique. Et quand j'ai un petit peu fait des recherches là-dessus pour voir ce qu'étaient devenus les uns et les autres, je me suis rendu compte de deux choses. La première, c'est qu'il n'y avait pas d'œuvre référence qui leur était consacrée. Et la seconde, c'est que généralement, les gens, les journalistes, ceux qui les avaient plus ou moins côtoyés de près parlaient à leur place. Et j'ai souhaité faire un ouvrage centré sur eux, centré sur l'ensemble de la promotion et pas 3, 4, 5 éléments, et de leur donner la parole pour qu'ils puissent revenir sur leur carrière et sur éventuellement les polémiques ou les faits de société ou les faits sportifs qui sont associés à leur carrière. Si on recontextualise un peu, cette génération-là, les championnes d'Europe U17 en 2004, t'en parlais avant, elle est portée par 4 grands joueurs, Karim Benzema, Samir Nasri, Jérémy Ménez et Hatem Ben Arfa. La petite curiosité, c'est que Karim Benzema joue à peine sur ce championnat d'Europe-là. Tu disais une chose intéressante, on a beaucoup parlé à leur place. Comment est-ce que tu expliques ça et quelles choses on a dit, la presse ou les journalistes, mais peut-être aussi le grand public, quelles choses on a dit à leur sujet? Alors c'est vrai, tu fais bien de le préciser, à l'époque ils sont pas forcément portés par les 4 qui sont les figures de proue qu'on connaît aujourd'hui, ils sont même pas portés particulièrement par Karim Benzema. À l'époque on entend plus parler de Steven Tico, d'Ahmed Yayaoui, de Pierre Ducasse au milieu de terrain, de Benoît Costil dans les cages, les titulaires indiscutables de Philippe Bergerot. Je dirais qu'au début tout se passait bien pour eux. Ils sont arrivés dans un environnement peut-être un petit peu hostile avec cette réputation de joueurs qui triomphent jeunes, qui ont énormément de talent, qui sont en avance parfois même sur leurs collègues en club qui sont 10 ans plus âgés qu'eux. Et parfois, ça ne l'a pas fait avec certains groupes. Parfois, effectivement, il y a eu des petits couacs avec les médias. Alors, c'est jamais ni tout blanc ni tout noir. J'ai tendance même à dire que les torts sont partagés et qu'avec un peu de rondeur de chaque côté, on aurait pu éviter aussi certaines polémiques. Mais c'est Steven Tico qui en parle dans le livre et même Jean-Christophe Sesto qui en parle également dans son chapitre. Rapidement, on leur a collé une étiquette de petits cons, d'égos surdimensionnés, de jeunes un peu imbus d'eux-mêmes,
sur et en dehors des terrains. Et ça, ils en ont souffert en tant que sportifs pour certains dans les carrières et en tant qu'hommes, quoi qu'il arrive, que ce soit directement ou par le biais de leurs proches qui ont pu être touchés par les reproches et les critiques qu'on leur a rapidement fait. Steven Tico, t'en parlais, pour les personnes qui nous regardent, c'est le capitaine de cette génération-là, il est central. Gérard Piqué et Steven Tico, c'était les deux grands défenseurs de cette compétition-là, promis à un brillant avenir. Et quand on lit le livre, il y a une chose qui est très frappante au sujet de Steven Tico, c'est à quel point une carrière de joueur professionnel, c'est pas une carrière où on passe sa vie au FC Barcelone ou au Real, mais c'est même pas une carrière où on passe sa vie à Nantes en première division en Ligue 1, c'est une carrière où on va jouer à l'étranger, où on subit les affres des impayés, par exemple, à Chypre, où on se retrouve en Biélorussie. Est-ce que c'est quelque chose dont tu avais conscience avant de te pencher sur le sujet, le fait que ces carrières de joueurs professionnels, c'est des carrières qui sont atypiques parce qu'être un joueur professionnel, c'est généralement emprunter ces parcours-là? J'en avais conscience, mais comme on en a plus ou moins conscience, on sait que ça existe, mais je ne me doutais pas et je n'avais pas la conscience, enfin, je n'avais pas conscience que c'était si peu rare au final. C'est pas franchement rare de voir des joueurs s'expatrier, tenter de pratiquer leur métier pour parfois des salaires bien moindres que ce qu'on a tendance à évoquer dans les médias, dans des pays qui sont parfois oui, compliqué, où l'intégration est compliquée, avec des situations géopolitiques parfois complexes. On parle de Steven qui lui a fait 8 pays, si je ne dis pas de bêtises, pour continuer de jouer au foot, mais on peut parler de Serge Akakpo qui lui aussi a connu eh bien, des clubs qui font faillite et qui n'ont jamais pu régler leurs dettes aux joueurs, des clubs qui ne peuvent pas s'aligner en Coupe d'Europe parce que dépôt de bilan, dans des championnats très mineurs ou du moins mineurs. Et j'avais pas conscience que ça représentait un tel pourcentage de carrière et à quel point ce qu'ils ont vécu, eh bien, c'est pas si rare que ça au final. Et j'ai presque même tendance à dire que les carrières comme celle de Benoît Costil, de Thomas Mangani, qui font 10, 12 ans en professionnel à enchaîner 30, 40 matchs par an dans l'élite du football français, par exemple, bah, c'est des carrières qui sont au final peut-être plus rares que celles qui emmènent les joueurs aux quatre coins du globe pour continuer d'exercer leur métier. Il y avait 18 joueurs dans cette génération-là, tu en as interviewé une bonne partie, pas tous, mais une bonne partie. Est-ce qu'il peut y avoir ce sentiment chez certains de déception, dans le sens où ils étaient premiers à grand avenir, champions d'Europe, et puis derrière, les difficultés de la vie ou les difficultés du monde du football font qu'ils n'ont pas pu épouser ce grand avenir-là, ou au contraire, c'est une certaine lucidité qui prédomine chez la majorité d'entre eux? Je pense que paradoxalement, les deux sentiments peuvent cohabiter, dans le sens où rares sont ceux qui n'auront pas de regrets, parce que justement, alors peut-être à tort aussi, on leur promettait des Ligues des Champions, des caps en équipe de France, de porter justement cette équipe de France jusqu'à la 2e étoile, ce qu'a pu faire la génération 93 et ce qu'elle n'a pas pu faire forcément la génération 87. Et le delta entre ce qu'on leur prédisait et ce qu'ils ont accompli, même pour ceux qui ont accompli de belles choses, il reste un delta, malgré tout. Et en ce sens-là, ils auront peut-être certains regrets. Après, je les ai trouvés tous relativement lucides sur les raisons de leur réussite et parfois les raisons de leurs échecs. C'est des joueurs qui ont réussi. Alors maintenant, ils sont trentenaires, ils sont parfois papas, sont des hommes, tu vois, sont véritablement des gens qui ont mûri et qui ont voilà ce côté, ils ont une famille, je dirais maintenant. Donc le football n'est plus peut-être leur obsession numéro 1 comme elle pouvait l'être à 18 ans, mais malgré tout, ils ont réussi à prendre de la hauteur sur leur propre carrière, chose qui est à mon sens difficile à faire parce que ça demande un certain brainstorming, une certaine introspection aussi, c'est pas toujours facile à réaliser. Et ils sont lucides sur les constats. Ils sont tout aussi lucides sur leurs échecs que sur leurs accomplissements. Peu importe qu'ils soient mineurs ou majeurs au regard du grand public,
On pourra peut-être en parler après, mais effectivement, il y a des accomplissements notables. Et tout ça, et c'est là où peut-être il y a le plus de regrets, c'est qu'ils sont un petit peu passés sous silence parce que les frasques ou parce que, eh bien, je dirais, les plus médiatisés ont réussi à avoir le dessus médiatiquement et à prendre 90-95% de l'enveloppe médiatique de toute la promotion. Ces accomplissements notables, Karim Benzema, il en a fait énormément, mais quels sont les autres accomplissements de cette génération-là, ces accomplissements dont tu disais qu'ils étaient passés sous silence? Je pense à Samir Nasri. On parle de carrières un petit peu gâchées, alors que des carrières comme Samir Nasri, elles restent, à mon sens, plutôt exceptionnelles. Bien sûr. Hatem Ben Arfa a multiplié les trophées, même si il n'a pas toujours été l'élément déterminant ou l'élément 1 de ses équipes lorsqu'elle a remporté des trophées. Il a globalement chopé 1 ou 2 trophées partout où il est passé. Je pense à Serge Akakpo, qui a été capitaine de l'équipe du Togo, qui a joué une CAN, qui a plus de 50 ou 60 sélections avec la sélection du Togo. Je pense à Pierre Ducasse, qui a été champion de France avec son club formateur, les Girondins de Bordeaux, qui a joué la Ligue des Champions, qui a joué à Anfield face à Steven Gerrard, son idole. Je pense à Benoît Costil, qui était dans le groupe à l'Euro 2016. Je pense à Thomas Mangani, qui fait entre 30 et 35 matchs tous les ans depuis 10 ans en France, principalement à Angers, mais auparavant à Nancy, à Monaco. Je pense aussi, par exemple, à des joueurs qui sont un petit peu sortis du circuit, mais Maxime Josse a joué une Coupe d'Europe, a joué la Ligue Europa, Kevin Constant a joué au Milan AC, il a été plusieurs fois cité parmi les meilleurs latéraux de Serie A, il a reçu des caps dans l'équipe type de la semaine en Ligue des Champions. Tous ces petits accomplissements-là font que des carrières comme les leurs, au final, il n'y a pas toutes les générations qui peuvent s'en targuer. Je crois qu'il y a 9 internationaux en tout sur les 18 champions d'Europe. Ce qui est énorme, hein, c'est vraiment énorme. Ce qui est énorme. 5 internationaux français et 4 internationaux à l'étranger, ou l'inverse, je ne sais plus, j'ai un doute. Mais en tout cas, 9 internationaux en tout. Et ça fait la moitié de la promo. Ouais. Et s'il y avait la moitié de la promo qui finit à chaque fois international A, je pense que la FFF serait très heureuse. Il y a 2 noms dont on doit parler. Je sais que tu en as beaucoup parlé et qu'on peut avoir tendance à se répéter, mais c'est 2 noms qui intéressent énormément de monde. Karim Benzema, Hatem Ben Arfa. Pourquoi est-ce que Karim Benzema, il a eu la carrière qu'il a eue alors qu'on ne le prédestinait pas du tout à avoir une telle carrière? Et pourquoi, à la différence, Hatem Ben Arfa a eu cette carrière un peu décevante, même si, il faut le rappeler, hein, il a été professionnel, il a pu vivre de son métier, il a gagné énormément de titres. Il est toujours sous contrat actuellement à 31 ans. 33 même. 33, oui, prendre du calcul. Il y a une différence, 2 différences majeures, je dirais, voire 3. L'entourage, qui est, à mon sens, l'un des facteurs les plus prépondérants dans la réussite d'une carrière. Le travail, évidemment. Un était un bourreau de travail. Et l'autre, même s'il ne rechigne jamais à la tâche, voyait toujours plus le football comme un jeu plutôt que comme un métier. Et globalement, les choix de club ou faire le bon choix au bon moment, les histoires de timing aussi. Karim Benzema, c'est l'un des prototypes qu'on pourra citer même dans 10, 15, 20 ans comme celui qui n'a jamais fait d'erreur en termes de carrière en club. C'est extrêmement rare, je pense. Et puis de toute façon, pour durer et vu sa longévité au Real, il n'y a pas besoin de faire des grandes phrases et de grands discours pour prouver tout le talent et toute la réussite qu'il a pu avoir. À l'inverse, Hatem, ça s'est parfois mal passé avec certains clubs. On a parfois l'impression que ça ne peut jamais totalement bien se finir. Il n'y a qu'à Nice où ça se finit très bien. À Lyon, ça finit en eau de boudin, à Marseille aussi, à Newcastle aussi, à Hull aussi, à Rennes un petit peu aussi. Malgré tout, il y a un rebond à chaque fois, et il y a des rebonds qui sont plus qu'intéressants, notamment à Nice, notamment à Rennes, où il est prépondérant dans la belle saison rennaise et dans la dynamique de renouveau du stade rennais en général. Mais
Mais malgré tout, voilà, entourage, travail et faire les bons choix au bon moment, je pense que c'est les 3 éléments qui distinguent une carrière comme celle d'Hatem et une carrière comme celle de Karim. Et pour finir, une dernière question. On n'a pas trop parlé de comment le livre a été conçu, de toutes les difficultés qui peuvent apparaître lors de la conception d'un tel livre, la façon dont tu as mené les interviews. Les personnes qui s'intéressent à ça, je vous encourage à aller voir la chaîne de Maxime, il en parle, je vous mettrai ça en description. Mais une petite question comme ça intéressante. Tu as contacté José Mourinho pour le livre et tu as répondu en 20 minutes. Explique-moi les tenants et aboutissants de cette histoire-là. Bah, ce qui était assez rigolo, c'est que moi, je voulais l'œil d'un des meilleurs coachs du monde, l'œil, son regard sur la génération. Et effectivement, un après-midi, on me dit, mais est-ce que tu as contacté José Mourinho? On me donne le numéro. Je me dis, allez, envoie un texto, tu n'auras pas de regret. De toute façon, tu es bâché ou tu restes en vue dans 80% de tes demandes d'interview. Une de plus, une de moins, au point où t'en es, c'est pas très grave. Et effectivement, 20 minutes après, je tombe de ma chaise, je reçois un pop-up sur mon téléphone, je reçois une notif WhatsApp où je vois José Mourinho qui me répond un message relativement long où il m'explique plein de choses dedans. Et là, je suis tombé de ma chaise parce que c'est l'un des premiers à m'avoir répondu aussi rapidement. Et puis, il m'a répondu avec une grande bienveillance, avec pas mal d'encouragement aussi, et sachant que moi, voilà, c'est mon premier livre, je suis en dehors de tout circuit d'auteurs, de grands médias, de ce qu'on veut, c'est pas des gens que je côtoie ou que j'avais déjà contacté auparavant. J'ai trouvé ça très très classe de sa part, et voilà, ça prouve aussi qu'on peut être quelqu'un d'extrêmement respecté dans son sport et d'extrêmement respectable en dehors, et pour ça, grande D José. Voilà, c'est la fin de cet entretien qui, j'espère, vous aura plu. Si c'est le cas, je vous encourage à vous procurer le livre. C'est vraiment un livre de football qui contient des histoires de football aussi diverses les unes que les autres, mais on comprend vraiment comment fonctionne ce monde-là, comment fonctionnent les carrières. Je l'ai beaucoup apprécié, ce livre. Nous, on se retrouve le dimanche. On parlera de qui? De quoi? De Maradona, évidemment. D'ici là, portez-vous bien. Allez, à toutes.